Bienvenue dans le débat de France 24. On l'a dit et répété tout au long de cette journée. Près de 300 000 soldats mobilisés, 36 000 véhicules militaires, 1000 avions, 80 navires et la participation de la Chine et de la Mongolie. La Russie vient de lancer les plus grandes manœuvres militaires de son histoire. Nom de l'opération Vostok 2018. Elle est prévue pour durer 6 jours en Sibérie orientale et dans l'extrême-orient russe. Faut-il y voir une menace pour l'Occident? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Christine Dugouin, analyste au think tank Cap Europe. Merci d'être avec nous. Face à vous, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS. Vous avez été ambassadeur de France en Russie, auteur de Géopolitique de la Russie en 40 fiches illustrées pour comprendre le monde aux éditions Erol. Ça doit sortir le 20 septembre. Ça va sortir, il n'y a aucun doute là-dessus, le 20 septembre prochain. Merci à vous, Jean de Glignasti, d'avoir accepté cette invitation. Ça ressemble à quoi des manœuvres militaires grandeur nature? Ça veut dire que parfois on tire à balles réelles, ça veut dire qu'on essaye de se mettre dans une situation de combat, ça veut dire qu'on crée une place pour l'impromptu, pour ce qui n'est pas prévu, parce que ça c'est situation réelle, et ça veut dire qu'on essaye de déployer et de tester le maximum de matériel, et si possible le maximum d'hommes, pour que c'est améliorer le niveau général de l'armée en question. Pour prendre la mesure du phénomène, ce sont les plus grandes manœuvres jamais organisées jusque-là. Les précédentes, elles dataient de 1980, baptisées Zapad 80. Elles avaient mobilisé entre 100 000 et 150 000 soldats. Là, on est au double. À l'époque des soldats du pacte de Varsovie en Europe orientale. On est au-delà donc de l'ère soviétique. Christine Dugouin, c'est comme ça qu'il faut interpréter le message envoyé aujourd'hui par la Russie? Je ne sais pas s'il faut automatiquement se faire un parallèle, une symétrie parfaite avec 1980. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans des exercices de très grande ampleur, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu une refonte tant stratégique que technologique de l'armée russe. Et que ce type d'exercices sont aussi une démonstration de ce qui a été accompli, tout autant qu'une projection de puissance. Ça, c'est évident. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est un exercice de propagande ou est-ce qu'il y a un véritable retour d'expérience dans des opérations de ce type? Retour d'expérience, c'est nécessaire. Mais je crois que ces manœuvres sont surtout... Ils ont surtout une valeur symbolique très forte vis-à-vis de ce que vous appelez ou ce qu'on appelle maintenant l'Occident. C'est-à-dire que la participation chinoise, elle, est un message très fort à notre intention. Vous voulez dire que c'est un message adressé par l'Occident plus qu'une nécessité de réaliser des manœuvres d'une telle ampleur pour le développement et le maintien en l'état de l'arsenal russe? Je crois qu'il y a un aspect à la fois intérieur et extérieur. La Russie doit montrer qu'elle attache beaucoup d'importance à ses provinces d'Extrême-Orient. Ça, c'est très important, ça fait partie d'une constante de la politique russe. Et pour l'Occident, il y a le fait que, finalement, vous voyez, pour la première fois, la participation chinoise, il y a eu des manœuvres avec la Chine antérieurement, notamment navales. Mais cette fois-ci, elle est quand même un peu plus que symbolique. 3200 hommes, 30 avions, 1 millier de chars, c'est déjà quelque chose. Donc ça veut dire qu'en fait, la Russie commence à approfondir son dialogue militaire avec la Chine, ce qu'elle n'avait pas vraiment fait jusqu'à présent. On va évoquer cette coopération sino-russe, mais peut-être un mot quand même, Christine Dugouin. Ce parfum de guerre froide, il n'a pas échappé à l'ONU qui dénonce la répétition d'un conflit de grande ampleur. A raison? Alors, c'est effectivement la répétition d'un conflit de grande ampleur, ne serait-ce que par la masse que vous évoquiez tout à l'heure, des matériels et des militaires qui sont déployés. Je pense qu'il y a aussi... Donc l'Alliance Atlantique a raison d'y voir la préparation d'un éventuel on est dans un futur exercice massif. Vous le disiez vous-même, on est à un peu moins de 300 000 hommes, 296 000, ce qui est colossal. Ce qui a eu aussi pour conséquence, on l'oublie un petit peu vite, c'est-à-dire qu'on part du principe que Vostok démarre aujourd'hui. En réalité, c'est depuis le 20 août, puisque vous ne pouvez pas déplacer une telle quantité d'armement et d'hommes en 2 jours. C'est absolument impossible. Après, je pense qu'il y a eu aussi quelque chose qui a donné ce petit parfum, c'est quand vous regardez la composition. Donc on a effectivement 2 groupes de forces dans l'exercice qui sont déployés, Est-Ouest, l'un avec la flotte Nord, l'autre avec la flotte Pacifique, qui effectivement peut rappeler cette grande scission. Peut-être un point aussi sur lequel... Vous aviez tout à fait raison, mais peut-être l'approfondir. Le fait que l'on ait la participation chinoise et mongole a aussi un autre objectif, c'est l'interopérabilité des armes et des armées. Alors ça, justement, est-ce que ça existe ou c'est un fantasme occidental?
Il y a véritablement sur le terrain une coopération, une coordination russo-chinoise qui peut être mise à l'épreuve demain? Dans le cadre d'un exercice ou de toute simulation, vous allez être obligé de le faire, puisque vous allez intervenir sur des opérations communes, avec des forces différentes, mais comme ça se fait couramment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler avec des alliés sans avoir un commandement qui soit en cohérence et c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Oui, où en est la coordination entre ces deux puissances aujourd'hui, Jean de Guignesti? Il y a 10 ans, on disait que c'est pas sérieux et que la Russie n'avait pas ni de volonté ni de capacité de s'unir de s'allier avec la Chine. On parlait de coopération sans alliance, etc. Et puis, plus les années ont passé, et plus la crise en Ukraine s'est approfondie, plus la tension avec ce qu'on est convenu d'appeler l'Occident s'est accrue, plus on a vu effectivement un certain nombre de verrous sauter dans la coopération entre la Russie et la Chine. Verrous en ce qui concerne les participations bancaires, verrous en ce qui concerne la participation à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, et enfin verrous en ce qui concerne les projets communs et le transfert de haute technologie, notamment dans le domaine aéronautique. Et donc il est tout à fait logique dans ces conditions que petit à petit la coopération militaire suive. Ils font assaut d'amabilité en tout cas l'un envers l'autre. Xi Jinping, invité vedette aujourd'hui du Forum économique de Vladivostok. Il y a 3 mois, c'est la Chine qui avait décerné à Vladimir Poutine la première médaille de l'amitié offerte par la Chine justement à un ressortissant étranger. C'est fusionnel entre ces deux dirigeants, Christine Dugouin? Je ne dirais pas que ce soit fusionnel, je dirais que ce sont des gens qui ont le sens des réalités et des intérêts communs et qui savent gérer aussi leur communication et leur politique aussi bien dans leur zone d'influence directe qu'en interne aussi. Jean de Guignesti, il faut le rappeler, effectivement, deux pays, deux anciennes puissances communistes pour la Russie, qu'il est toujours, en tout cas, dans les mots, pour la Chine, mais qui n'ont pas toujours été, loin s'en faut, sur la même longueur d'onde, y compris au plan stratégique. Les États-Unis sous Nixon en avaient joué d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un alignement des intérêts et des planètes? Alors, un alignement, c'est un peu excessif. Une alliance aussi, c'est excessif. Jusque-là, par exemple, au Conseil de sécurité, on voit très bien que... Ils votent souvent ensemble. Non, très souvent, ils font l'effort de ne pas gêner la position de l'autre. Par exemple, sur les questions ukrainiennes, sur la Corée du Nord, la Russie a des intérêts spécifiques. Mais par exemple, sur l'Ukraine, la Chine s'est abstenue. Simplement, elle n'a pas voulu mettre en difficulté. Donc le problème est de savoir si on passe... ils ont souvent des votes communs, je suis d'accord avec vous, parce qu'ils ont aussi des intérêts communs. Mais jusque-là, en gros, la Russie a laissé sur les dossiers asiatiques la Chine donner le là, et elle a suivi, soit par une abstention, soit par un vote dans le sens chinois. Et c'est la même chose pour le Moyen-Orient. La Chine a laissé la Russie donner le là, avec un petit recul quand même. Il y avait parfois des nuances. Et la question est de savoir si on va arriver à une alliance plus marquée. Je voudrais dire aussi que quand il y a dans l'imaginaire russe, la Chine est plutôt un danger qui vient de l'Est. Dans l'imaginaire, vous vous souvenez de ce film? Il y a eu des conflits frontaliers, en tout cas sur le tracé. Sur l'Ussouris, en 69, très, très violent. C'est réglé aujourd'hui, tout ça? C'est derrière? Oui, c'est réglé. Ça a été réglé au moment de Yeltsin. Oui. Cela dit, les mauvaises langues disent que c'est sur certains manuels de géographie russe, Khabarovsk est une ville... manuel de géographie chinoise, Khabarovsk est une ville chinoise. On comprend qu'il y a intérêt aujourd'hui pour ces deux puissances à s'afficher côte à côte. Oui, mais je crois que c'est plus profond que ça. Encore une fois, il y a un très beau film de Tarkovsky, un grand metteur en scène russe, qui s'appelait Le Miroir, où on voyait les Russes, les gardes-frontières russes, tenir face à la poussée chinoise vers l'Occident. Puis il y a un autre film qui s'appelle Alexandre Nevsky, où les Russes vont demander l'alliance chinoise mongole à l'époque, pour lutter contre les chevaliers teutoniques et l'Occident. La Chine est devenue la deuxième puissance navale au monde, devant la Russie, derrière toujours bien sûr les États-Unis. Il y a complémentarité ou concurrence entre ces deux pays? Ils ne peuvent pas forcément jouer de concurrence, donc ils préféreront automatiquement afficher une complémentarité. Notamment au plan militaire? Notamment sur des problématiques en mer de Chine, où on va avoir tout ce principe-là. Après, ils ne sont pas du tout
dans les mêmes approches stratégiques. Là où on va avoir quelque chose dans l'art déclaratoire, et pas forcément que, de beaucoup plus offensif au niveau russe, on est sur quelque chose de beaucoup plus modéré, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans le soft power chinois. Donc on construit les choses. Même sous Xi Jinping, qu'on a vu promettre quand même des prochaines années qui seront de plus en plus sous l'influence de la Chine lors du dernier congrès du Parti communiste. Ah mais oui, tout à fait. Mais néanmoins, on reste quand même, regardez les principes One Road, One Belt, donc qui sont les tracés de la soie, qui vont avec les tracés maritimes d'ailleurs, qui rentrent, à mon avis, qui ne sont pas complètement innocents dans le développement de la marine chinoise, puisqu'il faut pouvoir potentiellement être en mesure de faire de la sécurisation de ces voies. Des ports qui pourraient demain devenir des points d'ancrage militaire ? Pas forcément des points d'ancrage, mais vous avez des intérêts économiques. Si vous faites des voies économiques très fortes, potentiellement, il faut pouvoir être en mesure de pouvoir assurer une sécurité certaine ou relative ou au moins de dissuasion. Mais à côté de cela, on n'a pas quelque chose... On a un refus systématique, voire systémique de la Chine de tout ce qui est de l'ingérence, qui est d'ailleurs quelque chose qu'ils utilisent de manière assez récurrente pour appuyer leur vote, en disant non, ce serait de l'ingérence. Donc, la Russie a moins, de ce point de vue-là, moins de pudeur. C'est plus complexe, mais en Asie, pour l'instant, il y a un critère très simple. Est-ce qu'à un moment, la Russie va soutenir les ambitions chinoises en mer de Chine méridionale ? Si on en arrive là, ça veut dire que l'alliance est vraiment scellée. Parce que la Russie n'a pas forcément intérêt à le faire ? Non, parce que les ambitions chinoises, pour l'instant, ne sont pas... Pour l'instant, ça reste un problème régional. Elle contrarie surtout les États-Unis. Et ça contrarie surtout les États-Unis et puis les pays qui ont intérêt à la liberté de navigation dans la zone. Je parlais avec un haut responsable de la flotte russe et je disais qu'effectivement, la flotte russe était bien inférieure à la flotte chinoise et que, disons que l'effort financier russe n'était pas tellement porté sur la flotte et plutôt sur les armements terrestres, les avions, les fusées, etc. Et il m'a répondu que, en fait, selon toute probabilité, si jamais il y avait un conflit en Chine, ça serait d'abord en mer de Chine, en Pacifique, pardon, ça serait essentiellement entre la Chine et les États-Unis et que la Russie serait en deuxième rideau. Et la question est de savoir si cette position n'est pas en train d'évoluer. Vers donc un partenariat plus marqué avec la Chine, un soutien plus marqué avec la Chine. En tout cas, vous l'avez évoqué, Christine Dugouin, c'est vrai qu'on a, du point de vue de la Russie, une projection de la force qui est, en tout cas, nettement marquée. Plus que la Chine, ça reste à dire, mais en tout cas très marquée. Écoutez ce que disait Vladimir Poutine, c'était le 1er mars dernier devant l'Assemblée fédérale de la Russie. Il avait longuement vanté à cette occasion de nouvelles armes invincibles, hypersoniques, sous-marines et la technologie balistique, notamment pour emporter des têtes nucléaires et échapper au bouclier antimissiles des États-Unis. Écoutez. Le système de missiles Sarmat est capable d'attaquer des cibles et par le pôle Nord et par le pôle Sud. C'est une arme absolument redoutable. En raison de ses caractéristiques, aucun système de défense antimissile ne peut l'intercepter. Il n'y a rien au monde de semblable, chez personne. Un jour, probablement, certains vont trouver quelque chose, mais entre-temps, nos gars auront déjà inventé autre chose. Le système antimissile hypersonique fonce vers sa cible comme une météorite, comme une boule de feu. La température à la surface de l'objet atteint entre 1600 et 2000 degrés. Christine Dugouin, diriez-vous qu'il y a une dérive belliqueuse ou belliciste de la Russie, et est-ce que l'Europe doit se sentir aujourd'hui menacée ? Qu'on ait une démonstration de force très claire, c'est évident. Là, vous parliez d'un point de vue balistique, mais ont aussi été mis en avant le développement de drones massifs, beaucoup de choses. De toute façon, on est dans un conflit de tension fort qui fait qu'il y a déjà ce ressenti de menace. Demandez à nos amis britanniques, on en parlait préalablement, qui le soulignent de manière assez récurrente. Après, il est évident que la façon dont sont présentées les choses est un moyen non agressif de dire qu'on a la possibilité de le faire. Il y a, Jean de Glinesty, une menace aujourd'hui posée par la Russie directement à l'Europe ? Moi, je considère que non. Je considère qu'il faut régler la question ukrainienne et que c'est une épine dans le pied des relations. Mais je ne pense pas qu'il y ait une menace immédiate. Il pourrait y avoir éventuellement un engrenage d'événements extrêmement dangereux dans les pays baltes et dans les zones frontalières. La Chine, dans ce cas-là, retiendrait le bras de la Russie ?
En l'état actuel des choses, sûrement. Oui. Enfin, en tout cas, retiendrait le bras, je pense qu'il n'aurait pas... Enfin, il jouerait un rôle probablement apaisant. Mais je voudrais quand même dire, il n'y a pas d'OTAS, hein, il n'y a pas d'organisation atlantique, si j'ose dire, dans le monde asiatique. Et donc le fait que l'OTAN se soit saisie... Il n'y a pas de solidarité militaire. Il n'y a pas de solidarité militaire et de défense. L'OTAS a disparu dans les années 60. Donc en fait, c'est l'OTAN qui s'arroge, qui se donne le droit de juger dans le monde entier du rapport de force entre l'Occident, entre guillemets, et la Russie, y compris dans des zones où théoriquement l'OTAN n'est pas présent et où nous ne sommes pas présents. Nous avons très peu d'intérêt. Nous avons 2-3 bateaux basés à La Réunion sur l'ensemble du Pacifique. Et donc en fait, il y a effectivement une espèce de globalisation générale de l'affrontement Est-Ouest. Et dans ce système, la Chine et la Russie se rapprochent. Christine Dugouin, c'est une réponse finalement logique à une alliance qui, en face, n'hésite pas à décréter que toute puissance ou tout intérêt qui serait menacé provoquerait immédiatement une réaction solidaire ? Alors, il y a plusieurs choses. À chaque fois que vous allez faire ce genre de démonstration, et en termes de géopolitique, on a du jeu de la menace, de la perception de la menace et de la projection de puissance. Énormément de pays qui veulent rester ou réintégrer ou intégrer le rang des grandes puissances géopolitiques et internationales font forcément une projection de puissance forte. On a un passé récent de tensions avec la Russie indéniable. Le cas de l'Ukraine, qui n'est toujours pas soldé, en est une démonstration patente. Oui. On en a d'autres encore un petit peu plus récents. Merci beaucoup. C'était votre dernier mot, Christine Dugouin ? Ça le sera, vous inquiétez pas. Merci à vous de bien vouloir conclure parce que c'est la fin de ce débat. Merci également à Jean Glignasti d'avoir été face à vous.